Je ne garde pas de souvenirs de ceux qui m'oublient, ai-je dit en ouvrant la bouteille que mon fils avait envoyée. Le tire-bouchon a tourné facilement et le son familier du vin libéré a résonné dans l'appartement silencieux du 11e arrondissement. L'arôme puissant a envahi mes sens, ramenant des souvenirs de déjeuner du dimanche qui semblaient appartenir à une autre vie. Thomas. 5 ans sans entendre sa voix. 5 ans sans voir son visage. 5 ans à faire semblant qu'il ne me manquait pas. La bouteille a légèrement tremblé dans mes mains, tandis que j'observais le liquide sombre remplir le verre. Dehors, Paris continuait sa danse nocturne. Mais à l'intérieur de ces 4 murs, j'affrontais un fantôme du passé qui insistait pour revenir à travers un présent inattendu. La faible lumière de l'après-midi parisienne filtrait à travers les rideaux décolorés, créant des ombres qui dansaient dans le salon modeste où je vis depuis si longtemps. Chaque meuble ici raconte une histoire. Le canapé où Thomas faisait ses devoirs, la table où nous partagions des baguettes encore chaudes de la boulangerie du coin, l'étagère remplie de livres qu'il n'a jamais pris la peine de lire. Le téléphone est tombé resté silencieux toutes ces années, et je m'étais convaincue que c'était mieux ainsi. Mais maintenant, tenant cette bouteille envoyée de Marseille, je ressens le poids de chaque mot non dit, chaque accolade non donnée, chaque larme ravalée au nom de la fierté. La carte qui accompagnait le vin ne contenait qu'une adresse et une date. Une invitation silencieuse qui ébranlait des structures que je croyais avoir fortifiées pour toujours. La décision d'accepter l'invitation est venue comme une impulsion qui m'a surprise. Le lendemain matin, j'étais à la gare de Lyon avec une petite valise, observant les panneaux électroniques annoncer le départ du TGV pour Marseille. Le train a glissé doucement sur les rails, me transportant à travers la France que je connais par cœur. Des champs dorés s'étendant à l'horizon, de petites villes aux clochers pointus, des vignobles organisés en rangées parfaites. À chaque kilomètre, je sentais le nœud dans ma poitrine se serrer. Quel mot utiliserais-je? Comment serais-je reçu? 5 ans créent des abîmes profonds, et je ne savais pas si nous avions encore des ponts pour les traverser. Le paysage a changé progressivement, le nord cédant la place au sud, et avec lui changeaient aussi mes attentes et mes peurs quant à ce qui m'attendait. Marseille m'a accueilli avec sa chaleur caractéristique et l'odeur incomparable de la mer. Le vieux port grouillait d'activité, des pêcheurs déchargeant leurs filets, des touristes photographiant les bateaux colorés, des marchands criant des offres de poissons frais. J'ai trouvé l'adresse, un petit restaurant avec vue sur le port, ses tables extérieures, occupées par des clients savourant des plats régionaux. Thomas était là, plus grand que dans mes souvenirs, les mains calleuses de quelqu'un qui travaille avec la nourriture, les cheveux légèrement grisonnants aux tempes. Nos regards se sont croisés à travers la vitre de l'entrée, et pendant un instant, le temps s'est arrêté. Il est venu vers moi lentement, comme s'il vérifiait si j'étais réelle. « Maman !» fut tout ce qu'il dit. Le mot a résonné entre nous comme un pont, fragile, sur des années de silence. Le dîner qui a suivi fut une danse prudente de politesse et de tension non résolue. Thomas a servi sa spécialité, une bouillabaisse préparée selon la recette de sa grand-mère. Mais chaque bouchée semblait lourde du poids des conversations reportées. Nous avons parlé du temps, du restaurant, de tout, sauf de ce qui importait vraiment. C'est quand il a mentionné son père que l'atmosphère a complètement changé. « Tu sais pourquoi j'ai arrêté d'appeler ?» a-t-il dit, les yeux fixés sur son assiette. Chaque conversation me le rappelait, la façon dont tu le défendais toujours, même après qu'il nous ait abandonnés. Les mots ont coupé profondément, révélant des blessures que je pensais guéries. La discussion qui a suivi fut intense. Des cris étouffés, des larmes contenues, des vérités douloureuses enfin exposées. Là, entre l'arôme des fruits de mer et le son des vagues du port, nous avons affronté nos démons. L'aube à Marseille a apporté une clarté que la nuit précédente n'avait pas permise. Nous avons marché ensemble sur le quai, le soleil levant teignant le ciel de nuances rosées et dorées.
Thomas a parlé de ses rêves pour le restaurant, et moi de la solitude qui me consumait à Paris. Nous n'avons pas fait de grandes promesses, ni de serments de changement. Nous avons seulement reconnu que nous avions perdu un temps précieux. Nous nous sommes assis dans un café simple, partageant un croissant et un café, observant les bateaux de pêche partir pour une nouvelle journée en mer. Peut-être que garder des souvenirs, ce n'est pas oublier ceux qui nous blessent. Ai-je réfléchi à voix haute, mais choisir les souvenirs qui méritent d'être cultivés. Thomas a souri pour la première fois depuis des années, et j'ai su que nous avions trouvé notre chemin l'un vers l'autre. La semaine suivante s'est déroulée comme un film au ralenti, chaque instant chargé de découvertes sur les personnes que nous étions devenues pendant ces années de séparation. Thomas m'a montré chaque recoin de son restaurant, la cuisine où il expérimente de nouvelles recettes, la cave improvisée au sous-sol, les photographies de clients satisfaits sur les murs. J'ai vu en lui la détermination que j'avais moi-même quand j'étais jeune, cette obstination qui nous définit en tant que famille. Ses mains se déplaçaient avec précision pour préparer les plats, et j'ai réalisé qu'il avait trouvé sa passion loin de moi, construit une identité propre sans mon influence. Pendant les repas partagés, nous avons commencé à combler les lacunes des années perdues, ses aventures culinaires, mes livres écrits en silence, les peurs que nous portions seuls. Chaque conversation était un pas sur l'escalier vers l'intimité retrouvée. Les rues de Marseille sont devenues mon refuge durant ces jours de reconnexion délicate. Je marchais sur la Canebière, observant le mélange unique de cultures qui définit la ville, des arômes d'épices venant des marchés arabes, de la musique française flottant des cafés, des conversations dans des dialectes que je ne comprenais pas entièrement. La diversité me faisait penser à notre propre famille fragmentée, aux différences qui nous avaient séparés et aux ressemblances qui étaient toujours restées cachées sous des couches de fierté. Par un après-midi particulièrement chaud, je me suis retrouvée au parc Borelli, observant des familles pique-niquer sous les arbres. Une mère courait après son jeune fils, riant, et j'ai ressenti une pointe de nostalgie pour des moments similaires que j'avais vécus avec Thomas il y a des décennies. Là, sous le soleil méditerranéen, j'ai compris que le temps perdu ne pouvait être récupéré, mais de nouveaux moments pouvaient encore être créés. Le 3e jour a apporté une tempête inattendue qui nous a forcés à rester à l'intérieur du restaurant fermé, juste nous deux, et le son de la pluie battant les fenêtres. Thomas a préparé du thé aux herbes provençales pendant que j'explorais sa petite bibliothèque personnelle, des livres de cuisine mélangés à des romans français, certains même des titres que j'avais recommandés des années auparavant. « Tu te souviens de celui-ci » a-t-il demandé, me montrant un exemplaire usé du Petit Prince. Bien sûr que je m'en souvenais. C'était le premier livre que nous avions lu ensemble quand il avait 8 ans. Nous avons passé l'après-midi à relire des passages, riant de ses anciennes annotations dans les marges, redécouvrant la complicité que nous pensions avoir perdue pour toujours. La tempête dehors reflétait l'agitation émotionnelle en nous, mais elle a aussi apporté le calme nécessaire pour des conversations profondes sur le pardon et les secondes chances. Pendant notre promenade vespérale dans le quartier du Panier, Thomas m'a parlé d'Amélie, une sommelière qui fréquente le restaurant et avec qui il développe une amitié spéciale. J'ai vu ses yeux briller quand il parlait d'elle, la même expression que j'avais quand j'étais jeune et amoureuse. J'ai ressenti un mélange de bonheur et de mélancolie en réalisant que mon fils avait construit une vie émotionnelle riche, loin de moi, qu'il avait appris à aimer sans mon orientation ou mon approbation. Nous sommes passés devant une petite église où un mariage avait lieu, et nous avons observé les mariés posés pour des photographies sous une pluie de riz et de pétales. « Tu voudrais la rencontrer » a-t-il demandé hésitant. La question portait un poids. C'était une invitation à faire partie de sa vie à nouveau, à rencontrer les personnes importantes pour lui. « Beaucoup, ai-je répondu, et j'ai vu le soulagement sur son visage. À ce moment-là, j'ai compris que reconstruire notre relation signifiait accepter qui il était devenu, ne pas essayer de récupérer qui il avait été.
L'avant-dernière nuit, Thomas a organisé un dîner spécial au restaurant pour quelques amis proches, dont Amélie. Elle est arrivée vêtue d'une simple robe bleue, portant une bouteille de vin rosé de la région. Elle était intelligente et drôle, avec une connaissance impressionnante des vins français qui m'a immédiatement mise à l'aise. Pendant le dîner, j'ai observé comment elle et Thomas interagissaient. De petits gestes tendres, des blagues intérieures, le genre de complicité qui prend du temps à se développer. Les autres invités étaient des collègues du milieu gastronomique, des passionnés de cuisine et de vin, qui parlaient avec enthousiasme de leur projet. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie faire partie d'une communauté, incluse dans un cercle social chaleureux. Quand Amélie m'a interrogée sur ma vie à Paris, j'ai répondu honnêtement sur la solitude, mais aussi sur l'espoir renouvelé que ce voyage avait apporté. La soirée s'est terminée avec nous tous, chantant de vieilles chansons françaises, légèrement enivrés par le vin et la joie. Le matin du départ est arrivé lourd d'émotions contradictoires. J'ai fait ma petite valise lentement, essayant de prolonger chaque instant. Thomas a préparé le petit déjeuner, des croissants frais, de la confiture de figues locale, du café fort comme je l'aime. Nous nous sommes assis sur le balcon de son appartement, observant le mouvement matinal du port. « Ce n'est pas un adieu définitif, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé, et j'ai entendu la vulnérabilité dans sa voix. « Jamais plus, ai-je promis, et je savais que je disais la vérité. » Il m'a donné un pot de confiture maison et une bouteille du même vin qu'il m'avait envoyé à Paris, pour que tu te souviennes que certains souvenirs valent la peine d'être gardés, a-t-il dit. À la gare, notre étreinte a duré plus longtemps que nécessaire, comme si nous voulions compenser toutes les étreintes perdues. Tandis que le train s'éloignait de Marseille, j'ai agité la main par la fenêtre jusqu'à ne plus pouvoir le voir, emportant avec moi la certitude que notre histoire avait gagné un nouveau chapitre. Le voyage de retour à Paris s'est déroulé à une vitesse différente, non pas la hâte anxieuse de l'aller, mais la lenteur contemplative de celle qui transporte de nouveaux trésors dans son bagage émotionnel. J'ai observé par la fenêtre les mêmes paysages qui m'avaient accompagné quelques jours auparavant. Mais maintenant, chaque champ de tournesol, chaque village médiéval, chaque pont sur des rivières sereines semblait chargé d'un sens renouvelé. Je n'emportais pas seulement la confiture et le vin que Thomas m'avait donné, mais surtout la sensation d'avoir retrouvé une partie de moi-même que je croyais perdue pour toujours. D'autres mères dans le train parlaient avec leurs enfants au téléphone et je souriais secrètement, sachant que bientôt je ferais aussi partie de ce rituel quotidien d'affection. La France défilait dehors comme une carte postale de souvenirs partagés et pour la première fois depuis des années, je sentais que j'appartenais vraiment à un endroit, non seulement à une ville, mais à une famille reconstituée. De retour à l'appartement du 11e arrondissement, tout semblait plus petit que dans mes souvenirs. Les meubles étaient exactement là où je les avais laissés, mais l'atmosphère avait complètement changé, comme si l'air lui-même était plus léger, plus respirable. J'ai mis la confiture de Thomas au réfrigérateur, à côté des restes d'une baguette que j'avais achetée avant le voyage, et j'ai souri en imaginant à quel point il serait satisfait de savoir que ces cadeaux avaient trouvé leur place dans ma routine quotidienne. Je me suis assise dans le fauteuil près de la fenêtre, observant la vie se dérouler dans la rue. Des enfants rentrant de l'école, des commerçants fermant leurs magasins, des couples se promenant main dans la main. Pour la première fois, je ne me suis pas sentie exclue de cette danse urbaine. J'ai pris le téléphone et tapé un message simple. « Bien arrivé !» La confiture a déjà une place spéciale ici. La réponse est venue presque instantanément. Tant mieux, maman. Je t'aime. Les semaines suivantes ont apporté une nouvelle routine ponctuée par des conversations régulières avec Thomas. Nos appels téléphoniques quotidiens sont devenus des rituels sacrés. Lui me racontant les plats du jour, moi partageant des découvertes littéraires ou de petites aventures parisiennes. Amélie apparaissait fréquemment dans ces histoires.
et j'ai progressivement commencé à la connaître à travers ses récits affectueux. Elle avait suggéré des améliorations au menu du restaurant, organisait des dégustations de vin pour les clients et, détail qui me remplissait de tendresse, demandait toujours de mes nouvelles. « Elle veut vraiment mieux te connaître », a dit Thomas un après-midi. « Peut-être que vous pourrez parler directement la prochaine fois que tu viendras. » Cette perspective m'enthousiasmait. Être incluse dans ses projets futurs, faire partie de ses relations importantes, représentait une intégration que je n'osais espérer. Ma solitude parisienne s'était transformée en une solitude choisie, riche en connexions authentiques. 1 mois après mon retour, Thomas a annoncé qu'il viendrait à Paris pour régler des questions administratives du restaurant et me rendre visite. La nouvelle m'a rempli d'une joie nerveuse. Ce serait notre première interaction en terrain neutre, loin de ma zone de confort et de la sienne. J'ai préparé l'appartement comme si je recevais des têtes couronnées, achetant des fleurs fraîches, arrangeant les livres, allant même jusqu'à remplacer les vieux rideaux par d'autres plus lumineux. Quand il est arrivé, portant un petit sac à dos et un sourire sincère, ce fut comme compléter un puzzle qui était incomplet depuis longtemps. Je lui ai montré mes coins préférés de Paris. La librairie où je passe des heures à feuilleter des livres, le café où j'écris les après-midi pluvieux, le parc où je nourris les pigeons et observe les gens. Voir ma ville à travers ses yeux, lui présenter mon monde comme il avait présenté le sien, a créé une réciprocité qui a équilibré notre relation. Nous étions enfin 2 adultes qui se rencontraient, non plus seulement une mère et un fils, enfermés dans d'anciens schémas. Pendant sa visite de 5 jours, nous avons établi de nouveaux rituels qui marqueraient nos futures rencontres. Nous cuisinions ensemble, il m'enseignant des techniques professionnelles, moi partageant des recettes familiales que notre grand-mère m'avait apprises. Nous avons visité des musées où il a démontré une sensibilité artistique que je ne lui connaissais pas, dîné dans des bistrots où il évaluait les plats avec un regard professionnel, mais aussi un plaisir sincère. Un après-midi, en nous promenant au Père-Lachaise, nous avons parlé de notre père pour la première fois sans rancune. Je comprends maintenant pourquoi tu le défendais, a-t-il dit, s'arrêtant devant la tombe de Jim Morrison. L'amour complique les choses, n'est-ce pas? Ça nous fait pardonner l'impardonnable. J'ai acquiescé, pensant à la façon dont l'amour pour lui m'avait fait supporter 5 ans de silence. Là, parmi les tombes d'artistes et d'écrivains, nous avons définitivement enterré nos vieilles rancœurs. Le dernier jour, il m'a préparé un dîner d'adieu, qui s'est avéré être aussi un dîner de nouveau départ. 6 mois plus tard, je refais mes valises, mais cette fois pour un voyage différent. Je vais passer les fêtes de fin d'année à Marseille. Non pas comme une visiteuse hésitante, mais comme membre de la famille que Thomas a construite. Amélie et moi avons développé une correspondance épistolaire qui nous a rapprochés sincèrement, elle me racontant ses découvertes vinicoles, moi partageant des recommandations littéraires. Le restaurant a tellement prospéré que Thomas envisage d'ouvrir une seconde unité et il valorise mon opinion sur ses projets. Je garde ses photographies sur la même table où auparavant ne se trouvaient que des souvenirs solitaires. Et la confiture qu'il m'a apportée est régulièrement renouvelée par des commandes postales. Lorsque je saisis la bouteille de vin qui m'attend pour que nous célébrions ensemble, je répète ma phrase avec un sens complètement transformé. Je ne garde pas de souvenirs de ceux qui m'oublient. Mais maintenant, je sais que ni Thomas ni moi n'avons vraiment oublié. Nous avions juste besoin de réapprendre à nous souvenir ensemble. L'arrivée à Marseille pour les festivités de Noël fut complètement différente de la première fois. Thomas m'attendait à la gare avec Amélie à ses côtés et elle me salua de 2 baisers chaleureux comme si nous étions amis de longue date. Le restaurant était décoré de lumières dorées et de guirlandes de pin qui exhalaient un parfum de Noël méditerranéen. « On a une surprise pour toi », annonça Thomas, me conduisant vers une table spéciale où d'autres invités attendaient déjà. Des amis du couple, des voisins de l'immeuble et même Madame Dubois,
la propriétaire de la boulangerie où il achète son pain quotidien. C'est alors que je compris, ce n'était pas seulement un dîner, mais une véritable célébration de famille choisie. Me voir incluse naturellement dans ce cercle, présentée avec fierté comme ma mère Claire, réchauffa mon cœur d'une manière qu'aucun vin n'aurait pu égaler. Pour la première fois depuis des décennies, je me sentis vraiment partie d'une communauté de Noël. La préparation du repas de Noël est devenue un événement collectif qui a duré 3 jours entiers. Amélie m'a appris à préparer la tapenade provençale, pendant que Thomas assaisonnait l'agneau, qui serait le plat principal. Madame Dubois a apporté des pâtes de pâtisserie qu'elle avait elle-même développées, et ensemble nous avons créé de petites œuvres d'art comestibles. La cuisine du restaurant grouillait de conversations en français régional, de rires spontanés et du bruit caractéristique de ceux qui travaillent en harmonie. J'ai découvert que j'avais un talent pour décorer les desserts, quelque chose que je n'avais jamais expérimenté dans ma cuisine solitaire de Paris. « Tu devrais envisager de déménager ici », a suggéré Amélie avec désinvolture pendant que nous saupoudrions de sucre les croissants aux amandes. L'idée, lancée comme une blague, a commencé à germer silencieusement dans mon esprit. Peut-être était-il possible de recommencer non seulement des relations, mais toute une vie. La veille de Noël nous a trouvés en train de nous promener au marché de Noël, installé sur le Vieux-Port, où des artisans locaux vendaient des cadeaux uniques sous des tentes illuminées par des lampes colorées. Thomas tenait ma main droite, Amélie la gauche, et nous marchions en famille parmi les échoppes qui proposaient du vin chaud, des santons d'argile et des douceurs typiques. Nous avons acheté de petits cadeaux symboliques les uns pour les autres. J'ai choisi une corde de violon artisanale pour Thomas, qui avait mentionné vouloir reprendre des cours de musique. Il m'a offert une écharpe en soie, peinte à la main, par un artiste local, et Amélie a choisi pour moi un journal relié en cuir, où je pourrais écrire des souvenirs heureux. Assis sur un stand improvisé, nous avons partagé des marrons chauds et observé des familles faire leurs achats de dernière minute. « L'année prochaine, tu devras être ici plus tôt pour aider aux préparatifs », a dit Thomas. C'était une invitation, mais aussi une attente affectueuse de continuité. Le dîner de Noël a dépassé toutes mes attentes concernant ce que pouvait être une vraie fête de famille. La longue table accueillait 12 personnes, chacune apportant des histoires, des rires et des traditions propres qui se mélangeaient harmonieusement. Le menu créé par Thomas combinait des plats traditionnels provençaux avec des touches modernes. Une bourride parfumée au safran, une pie saladière aux anchois frais et une délicieuse bûche de Noël préparée par Amélie. Pendant le dessert, chaque invité a partagé un moment significatif de l'année qui se terminait. Quand mon tour est venu, j'étais trop émue pour parler au début. Cette année, j'ai redécouvert que la famille n'est pas seulement le sang, mais un choix quotidien d'aimer et de pardonner. Ai-je finalement réussi à dire. Thomas s'est levé, est venu vers moi et m'a longuement serré dans ses bras pendant que tout le monde applaudissait. C'était l'étreinte que nous attendions depuis 5 ans, se produisant enfin au moment parfait, témoigné par des personnes qui se souciaient de nous. Le lendemain de Noël a apporté une conversation qui allait définitivement changer mes projets futurs. Amélie m'a emmené visiter un appartement vacant dans le même immeuble où elle habite, un petit studio avec balcon donnant sur la mer. Le propriétaire est un ami de la famille et cherche un locataire fiable pour un long contrat, a-t-elle expliqué en ouvrant les fenêtres pour laisser entrer la brise marine. L'espace était parfait pour quelqu'un qui voulait recommencer sans transporter les excès du passé. Compact mais lumineux, simple mais accueillant. Debout sur le balcon, observant les bateaux de pêche revenir avec la prise du jour, j'ai ressenti une clarté que je n'avais pas expérimentée depuis longtemps. Paris serait toujours ma ville d'origine, mais Marseille pourrait être ma ville de recommencement. « Combien de temps as-tu besoin pour décider ?» a demandé Amélie. « J'ai déjà décidé », ai-je répondu, me surprenant par ma propre certitude. Certaines décisions importantes se prennent instantanément lorsque le cœur et la raison sont enfin d'accord.
La dernière semaine de l'année s'est déroulée comme un tourbillon de préparatifs pratiques et d'adieux émotionnels temporaires. Je suis retournée à Paris uniquement pour organiser mon déménagement. Décider quel livre emporter, quel meuble vendre, comment transférer ma petite retraite à la nouvelle adresse. L'appartement qui avait été mon refuge pendant tant d'années semblait maintenant trop petit pour contenir mes rêves élargis. Thomas est venu m'aider à déménager, et ensemble nous avons emballé une vie entière dans quelques cartons soigneusement étiquetés. « Tu es sûr que tu ne vas pas regretter la vie parisienne ?» a-t-il demandé en pliant ma robe de chambre préférée. « Je regretterai la mélancolie, ai-je admis. Mais je suis fatiguée de vivre uniquement de souvenirs. Je veux créer de nouveaux souvenirs. Dans le train de retour pour Marseille, avec mes biens les plus précieux rangés dans le compartiment à bagages, j'ai observé pour la dernière fois, en tant que passagère temporaire, le paysage français qui m'avait vu se transformer d'une femme solitaire en une mère reconnectée. Dans quelques heures, je serai officiellement résidente du Sud, voisine de mon fils, partie intégrante de la communauté qui m'avait si généreusement adoptée.